Je vois beaucoup d'entre vous commettre cette erreur lorsqu'il s'agit du développement. Ici, en l'occurrence, je vais parler du développement de l'agriculture. Beaucoup confrontent l'agriculture, c'est-à-dire qu'en Afrique, avec l'agriculture occidentale. Donc, lorsqu'on parle d'agriculture, beaucoup vont dire on ne peut pas c'est-à-dire qu'aller développer l'agriculture en Afrique en travaillant avec la houe, avec la houe et la machette. Qu'en travaillant avec la houe et la machette, on ne peut pas produire abondamment. Et que l'agriculture moderne, c'est d'être sur une agriculture mécanisée, d'être sur les tracteurs, de mécaniser telle que l'agriculture. C'est ça. C'est une agriculture mécanisée. C'est une agriculture qui est productrice. C'est une agriculture qui donne un fort taux de rendement. Moi, je viens de te faire comprendre ici que raisonner comme ça, est-ce que tu as tort? Je dirais que pour certains d'entre vous qui raisonnez comme ça, vous n'avez pas tort. Parce que vous n'êtes pas c'est-à-dire que du milieu. Vous ne faites pas beaucoup d'efforts, vous prenez les informations telles que c'est véhiculé dans les médias, vous prenez les informations telles que l'idéologie qui domine veut que vous compreniez. Donc si toi tu es là à longueur de journée à penser que toi, l'agriculture africaine, telle que c'est pratiqué, c'est une agriculture qui est archaïque, c'est une agriculture qui est désuète, c'est une agriculture qui ne produit pas, qui n'est pas productrice, il n'y a pas de rendement. C'est une agriculture vraiment qui n'a aucun sens. Que la meilleure des agricultures, c'est l'agriculture occidentale. Tu comprends tout de suite que derrière, ils ont fait un très bon travail de lavage de cerveau. Mais là, derrière, je ne vais pas trop t'accuser. Quoique aujourd'hui, avec toutes les informations que nous avons, avec toutes les bibliothèques, avec tous les... Et encore, quand je dis bibliothèque, est-ce que c'est nous qui les écrivons? Moi, je vais venir incriminer ici d'abord nos historiens. Que font nos historiens pour pouvoir raconter telle que l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'humanité, comment l'humanité a commencé? Où sont nos anthropologues? Où sont nos sociologues? Où sont nos chercheurs? Où sont nos, je vais dire, nos chimistes? Où sont nos ingénieurs agronomes? Où sont ici nos économistes? Pour qu'ils puissent nous raconter comment l'histoire de l'humanité a commencé. Parce que si aujourd'hui on ne parle que d'agriculture en termes de confort, on se doit de faire le rewind, de comprendre que la genèse, comment l'humanité a commencé et pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ce besoin de productivité, pourquoi nous sommes dans ce besoin toujours permanent de croissance. Parce que si on ne fait pas un retour en arrière, tu ne pourras pas comprendre pourquoi tu es en train de consommer tel qu'un produit, pourquoi tu es en train de... Pourquoi que telle économie domine. Si on ne comprend pas aussi l'idéologie, vers quel système nous sommes, tu ne pourras pas comprendre comment le monde fonctionne. Il faut vraiment bien comprendre comment le monde fonctionne. Et ça, ce sont nos historiens qui devraient nous raconter ça, nos anthropologues. D'où est venue l'agriculture? Moi, je te dis déjà, mets les pieds dans le plat, que non. L'agriculture, telle que c'est pratiqué là présentement avec la houe et la tabac ou la machette, c'est même le modernisme. Et je t'invite de rester sur le bout de cette vidéo afin que je puisse développer avec toi. C'est ici, tu dis que c'est une chaîne de partage. Hein. Je viens t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. C'est une chaîne d'échange d'expériences. Je parle en tant qu'agriculteur qui pratique, qui expérimente. Et c'est mon retour. Et je te donne le retour aussi, c'est-à-dire que des paysans, des agriculteurs occidentaux. Afin que là-dedans, tu puisses savoir comment te lancer. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est un business tel que le capitalisme nous véhicule. Donc, beaucoup vont se lancer dans le domaine agricole uniquement en suivant les chiffres. Mais ne cherche pas à comprendre le processus. Tu ne peux pas parler d'agriculture aujourd'hui sans parler d'environnement, sans parler de la qualité des eaux, sans parler de la biodiversité, sans parler de l'écosystème, sans parler de la qualité de la terre, sans parler de l'humus, sans parler de la microbiologie, la macrobiologie, sans parler de la faune, de la fleur, sans parler des espèces. Quand je dis biodiversité ici, c'est les espèces, c'est-à-dire que l'animal. Hein. C'est les insectes,
c'est les criquets, c'est les animaux. Et même dans cette biodiversité aussi, c'est l'humain. Donc quand tu fais un retour en arrière, à l'époque où nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs, donc je fais même un retour en arrière uniquement peut-être sur 12 000 ans. Alors qu'on sait qu'en Afrique, c'est le berceau de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous sommes, c'est-à-dire que là, depuis plus de 300 000 ans. Depuis plus de 300 000 ans. Comment était notre agriculture? Ça, c'est le travail que les historiens devraient faire. Comment est-ce qu'on produisait? Quelles sont les variétés telles que de culture qu'on avait en Afrique? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, on veut seulement nous cantonner à 3 espèces ou 4 espèces de culture? Pourquoi est-ce qu'on veut nous cantonner uniquement sur certains céréales? Le maïs, le soja, le blé. Donc, je vais t'expliquer que depuis la nuit des temps, nous étions, c'est-à-dire que nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Ils allaient prélever, c'est-à-dire que dans la forêt, les racines, les fruits, les feuilles, et chassaient, c'est-à-dire que voilà, certains animaux, et des escargots, des reptiles. Donc, n'oublie pas que je t'ai dit que depuis dans la nuit des temps, l'être humain cherche à dompter la nature. Depuis la nuit des temps, je ne te prends pas depuis plus de 300 000 ans. Je te prends uniquement sur l'échelle de 12 000 ans. L'être humain cherche à dompter la nature. Donc, en cherchant à dompter la nature, l'être humain se sédentarise. Donc, en domptant la nature, on va prélever, c'est-à-dire que dans les animaux. C'est comme ça qu'on a fait pour domestiquer, c'est-à-dire que les animaux, certains animaux. Tout ce que vous avez aujourd'hui, les poules, les porcs, les vaches, c'était des animaux sauvages. C'est comme ça qu'on a fait pour domestiquer aussi les cultures, les céréales. Tous ces céréales-là, c'est-à-dire que c'était des céréales sauvages. Que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs prélevaient et venaient, c'est-à-dire que domestiquer. Au fil des temps, on peut, c'est-à-dire que par le biais, c'est-à-dire que des choix, c'est-à-dire que des meilleures variétés, on peut sélectionner, c'est-à-dire que certaines variétés. Et certaines variétés ont pu se développer parce que, c'est-à-dire que c'était des nomades, les graines, c'est-à-dire que se dispersaient. C'est comme ça qu'on a eu des variétés de céréales. Donc pendant ces différents processus, on a toujours en créant la sédentarisation, les populations, c'est-à-dire que se sont agrandies. Les modes de culture, c'est-à-dire qu'on commence à se développer. On a commencé, c'est-à-dire à produire en déforestant, en créant des parcelles. En déforestant, tu vois ici qu'on vient créer, c'est-à-dire que l'érosion. Donc je t'ai dit que l'être humain depuis crée l'érosion, c'est-à-dire que sur le plan de l'écosystème. Érosion, c'est-à-dire que sur le plan des animaux, érosion humaine, érosion, c'est-à-dire que sur le plan, je vais dire ici, de la biodiversité, je vais dire de la terre. Donc en travaillant, en cultivant la terre, en faisant des cultures sur brûlis, on vient tuer certains écosystèmes, tels que les insectes, comme j'ai cité, les mille-pattes, les fourmis, les escarabées, les scoramboles, en utilisant donc les animaux domestiqués pour faire l'attraction. Donc, ils ont commencé à labourer les terres pour faire les céréales. En faisant donc ce labour-là, la terre s'érode. Quand on dit la terre s'érode, ça veut dire qu'on perd de la matière organique. Mais ils avaient cette technique-là qu'ils pouvaient, comme ils faisaient de l'agriculture telle que d'association, ils faisaient de l'agro-silvopastoral, ils produisaient les céréales, les arbres, et en même temps les animaux. Ils amendaient avec les animaux. Donc l'érosion ne s'accentuait pas trop. Donc au fil du temps, toujours dans ce besoin de progrès, dans ce besoin de production pour pouvoir, c'est-à-dire qu'on nourrit la population, on arrive, c'est-à-dire qu'à l'âge, c'est-à-dire là, du bronze. Et à l'âge du bronze, c'est les Chinois. Les Chinois savent déjà manipuler, c'est-à-dire que l'acier. Tu vois, les Chinois savent déjà manipuler l'acier, ils savent produire, c'est-à-dire que les outils avec du bronze. C'est comme ça que les Européens, je te parle de la conquête, les Européens, c'est-à-dire que voilà,
vont acquérir l'expertise. Comment les Européens quittent l'Europe pour aller prendre l'expertise? Les Européens quittent l'Europe pour aller en Asie, auprès de la Chine, prendre l'expertise, en transportant avec eux les maladies aussi. C'est comme ça qu'ils vont aller décimer les Chinois. Ils vont prendre l'expertise, vont venir commencer à maîtriser la technique aussi, c'est-à-dire de forger. Ils vont forger dans les matériaux, ils vont commencer à tracter, c'est-à-dire les animaux avec ces matériaux-là. Comprends bien l'itinéraire, c'est-à-dire que tu vois, plus c'est-à-dire que l'être humain cherche à moderniser, à améliorer, à dompter la nature, plus il y a des impacts sur le plan écologique. Donc lorsque on a une maîtrise dans la métallurgie, parce que c'est la métallurgie, le forger c'est la métallurgie, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la déforestation. On va commencer à couper les arbres pour pouvoir chauffer, pour pouvoir faire du charbon pour chauffer. Donc voilà une autre énergie. Tu vois qu'on quitte de l'énergie humaine où on travaille avec la main. On va dire que vers l'énergie animale à tracter. Et à tracter, c'est-à-dire que comme on a découvert le fer, le bronze, on va produire les matériaux à base du bronze pour pouvoir produire plus. Donc voilà comment, à chaque fois où on veut améliorer nos conditions, on impacte toujours aussi l'environnement. La découverte du charbon, avec la découverte du charbon, l'industrie de la métallurgie se développe. Tu vois l'impact que ça fait. La Chine, dans ces années 1700, a connu des effets terribles sur le plan du changement climatique. On vous parle des histoires où il y avait plus de 30 millions de morts. Donc l'Europe, dans sa conquête, va vers les Amériques. Quand je dis l'Europe, ici, tu vois, c'est le Portugal, l'Espagne, la France aussi. Dans cet effet-là, c'est-à-dire que toujours de progrès à base de la métallurgie, en produisant, c'est-à-dire qu'avec les bétails, en produisant avec les bétails les animaux compactant les sols, et l'effet, c'est-à-dire que de travailler avec cet outillage-là, a érodé les sols. Les sols s'appauvrissant. Voilà comment les pays européens ont commencé à lever la tête pour aller chercher les meilleures terres ailleurs. Les meilleures terres ailleurs. Et ils se sont retrouvés, par les biens, vous entendez, Christophe Colomb, se sont retrouvés en Amérique du Sud. Ils sont allés en Amérique du Sud faire la conquête. En Amérique du Sud, on ramené les maladies, telles que la variole, la rougeole, toutes ces maladies-là. Comme eux, ils domestiquaient dans certains animaux, les poules, les vaches. Donc, ils ont emporté ces maladies-là avec eux. Ils sont allés détruire, contaminer les habitants de l'Amérique du Sud. Et ont conquis les terres, ont ramené avec eux, c'est-à-dire que les productions comme les cultures comme les pommes de terre, le maïs, c'est-à-dire le manioc. Donc tu vois, et dans les pays tropicaux, qu'est-ce qu'on produisait? On produisait abondamment, c'est-à-dire que tu vois en Amérique du Sud, le manioc, le macabo, le manioc, les patates, le maïs, le haricot, et on avait il y avait des pratiques. Des pratiques qui étaient l'association de cultures. Sur une même parcelle, on produisait, c'est-à-dire qu'on pouvait s'aimer le maïs. Sous le pied du maïs, on met le haricot qui va remplacer le maïs. Et on va mettre les patates. On peut mettre, on peut mettre les patates, on peut mettre le haricot. Donc il y avait une diversité de cultures. C'est comme ça que l'Occident s'est accaparé de l'Amérique du Sud. Je vais dire l'Europe s'est accaparé de l'Amérique du Sud. L'Europe a fait de l'Amérique du Sud son grenier. Et est allé aussi, c'est-à-dire que pareil, en Inde, je te dis dans les années 1700, l'Inde était une puissance. Mais ils ont opéré de la même manière, ramener les maladies
dompter, c'est-à-dire que les populations, imposer les cultures maintenant. Un pays comme l'Inde s'est retrouvé en train de produire tel que le blé pour pouvoir nourrir, c'est-à-dire que l'Europe. Tu vois, pour pouvoir nourrir l'Europe. Alors qu'à la base, le blé n'est pas leur matière, c'est-à-dire que leur culture principale, mais uniquement parce que l'Inde, c'est le grenier, c'est-à-dire que de l'Europe. C'est le grenier de l'Europe. En Afrique, ils entrent vers les années 1800, parce que nous, en Afrique, vers les années 1800, parce qu'ils avaient du mal à pénétrer à cause du paludisme. À partir du moment où ils maîtrisent, c'est-à-dire que la nourriture, le principe actif du paludisme, par le biais, c'est-à-dire que de certains de nos chefs, on commence à livrer, c'est-à-dire que nos frères en esclavage. Donc, je t'ai dit ici que depuis la nuit des temps, le progrès, c'est-à-dire que le progrès, si l'Europe s'est développée, c'est sur les terres et sur les hommes. C'est sur l'énergie, c'est-à-dire que humaine d'abord. C'est parce qu'elle a vu que l'énergie humaine, c'est-à-dire qu'elle n'était pas assez productive, comme elle a découvert l'acier, on est passé maintenant à la phase, l'époque industrielle. Mais lorsqu'on passe à l'époque industrielle, c'est toujours, c'est-à-dire que la pollution, en fait. Ce que je vais te faire comprendre ici, c'est que le progrès ne rime pas, c'est-à-dire qu'avec la richesse. Hein. Le progrès rime avec la richesse pour une minorité. Le progrès rime avec les inégalités. Que le progrès rime avec les inégalités. Tu dois comprendre ça très bien. Que lorsque tu es dans le logiciel de dire que non, c'est avec la mécanisation, c'est parce que nous on travaille avec la houe. Il faut comprendre que tu es dans le logiciel du colon. Tu es dans le logiciel de celui qui vient dominer sur les autres. Donc, en développant dans la métallurgie, c'est la pollution. Tu vois, on carburait au charbon. On a découvert que les moteurs à vapeur, toujours grâce au charbon, et on connaît les dégâts du charbon. Le charbon, c'est-à-dire qu'on connaît les dégâts. C'est ça qui a créé la déforestation presque partout. Donc mes propos ici, c'est de te dire que si tu ne comprends pas comment le monde fonctionne et les différents courants de pensée, les mécanismes économiques, sociologiques, culturels, traditionnels, parce qu'il faut comprendre qu'en travaillant avec la houe, notre agriculture, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire, il y a des traditions. Nos ancêtres travaillaient même encore en respectant, c'est-à-dire que tu vois, ces différents éléments-là, l'eau, les arbres, il y a certains arbres chez nous que tu ne peux pas couper. On communiquait avec les arbres. On communiquait avec la nature. Avant d'aller cultiver, c'est-à-dire qu'on demandait, ils allaient à l'eau, par exemple, demander, c'est-à-dire que la permission. Il y avait des eaux qui... L'eau est sacrée chez nous. La nature est sacrée. Comme quoi on respecte. Donc tu comprends donc, si je t'explique toute cette histoire-là, c'est pour que tu comprennes, c'est pour te dire que ce n'est pas le tracteur qui fait la production. Le tracteur est là pour le confort, oui. Mais un confort qu'on paye, qu'il nous faut payer un prix cher. Un confort que sur la balance énergétique, c'est énorme. Sur la balance environnementale, ça a un impact énorme. Sur la biodiversité, ça a un impact énorme. Donc, ce qui est important pour toi, agriculteur, c'est de te concentrer sur ta matière organique. C'est de te rassurer que ta matière organique est au beau fixe. Et la matière organique ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'humus, ce qu'on appelle communément la terre noire. Et qu'est-ce qui apporte la terre noire? C'est le carbone. Qu'est-ce qui est à l'origine du carbone? C'est les arbres. C'est les feuilles des arbres, c'est les branches des arbres, c'est les racines des arbres qui pourrissent, c'est les éponges, c'est les troncs d'arbres qui pourrissent. C'est la matière organique aussi animale. Tu vois, c'est les viandes de poule, les lisiers de porc, les digestions des vaches, les bouses de vache. C'est ça qui vient donc enrichir, c'est-à-dire que ton sol. C'est ça qui enrichit ton sol et c'est ça qui crée la productivité. Alors que lorsque tu vas mécaniser, tu viens donc en mécanisant, c'est vrai, tu es dans le confort. C'est moins fatigant. Mais tu pollues l'environnement en utilisant le pétrole, tu pollues l'environnement parce que tu as dit que voilà,
pour avoir, c'est-à-dire que ce pétrole-là, on doit aller, c'est-à-dire que détruire la nappe phréatique, détruire l'environnement, avec les impacts que ça a sur le plan écologique. Tu pollues encore doublement parce que pour que, c'est-à-dire qu'on puisse fabriquer ton tracteur, c'est le fer, c'est le plastique, c'est énormément comme ça, c'est-à-dire que de produits, c'est-à-dire que de métaux qu'il faut encore aller fourrer, déforester. Pour qu'on puisse, c'est-à-dire que donner les formes à ce fer-là, il faut aller faire de la métallurgie ou de la sidérurgie. C'est encore des sources d'énergie énormes. Est-ce que tu sais ce que dépense, ce que consomme une industrie de métallurgie? Une industrie de métallurgie peut consommer à elle seule l'équivalent d'une ville de 14 000 habitants. Une seule industrie de métallurgie peut consommer à elle seule l'équivalent d'une ville de 14 000 habitants. Donc imagine donc, dans les pays développés, il n'y a pas que ça. Regardez l'industrie automobile. Il faut faire fonctionner l'industrie aéronautique. Il faut faire fonctionner l'industrie de l'armement. Il faut faire fonctionner l'industrie agricole. Il faut faire fonctionner l'industrie de la construction. Tout ça, ça demande des outillages. C'est pour cela que tu vois, que nous souffrons énormément de pollution, nous souffrons énormément de changements climatiques. Mais maintenant, qu'est-ce qui permet la productivité? J'ai coutume à vous dire que la productivité, la production est basée sur le choix de la culture. C'est basé sur le rendement de la culture à l'hectare. C'est basé aussi sur la rentabilité. Les cultures que je cite ici, les cultures de terroir, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantaire, le manioc, c'est 35 tonnes minimum. Ça peut aller jusqu'à 60 tonnes. Les céréales, le maïs, chez nous en Afrique, c'est 2000 tonnes l'hectare. Le soja, c'est 2000 tonnes l'hectare. Le blé, c'est 2000 tonnes l'hectare. Le macabo, c'est des tonnages de ouf. L'igname, c'est des tonnages de ouf. La banane plantaire, c'est des tonnages de ouf. Le sorgho, le mil, c'est des tonnages de ouf. La patate, les pommes de terre, c'est des tonnages de ouf. Les paniers en huile, le soja, le poivre. Donc, nos cultures de terroir ont des meilleurs rendements en termes de tonnage. Et nous avons cet avantage que c'est des produits que nous consommons. C'est des produits sur lesquels nous avons le savoir-faire, sur le plan de la transformation. Bien que la transformation soit artisanale, nous avons le contrôle dessus. C'est comme ça qu'on fait pour créer la richesse. C'est comme ça qu'on fait pour évaluer la productivité. Et la deuxième technique, maintenant, c'est la technique d'association. C'est la technique d'association ou de diversification. Parce que ce qui nous tue, le problème, c'est qu'on va faire la monoculture. Là où ils nous ont embrigadés, c'est quoi? C'est que l'Afrique aujourd'hui, tel que je t'ai expliqué le système, nous sommes le grenier, c'est-à-dire que de l'Occident. Nous sommes le grenier, c'est-à-dire que de l'Occident. Ils viennent, c'est-à-dire que produire, puisqu'ils ont déjà, c'est-à-dire assez massacré, c'est-à-dire que le sol. Ils ont massacré l'environnement. Vous voyez? Ils sont déjà, c'est-à-dire que énormément industrialisés. Ils ont érodé les sols. Les sols sont morts. Ils ont détruit la biodiversité. Ils n'ont plus, c'est-à-dire que des insectes comme les abeilles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher les meilleures terres. Et c'est ce qu'on voit chez nous en Afrique. C'est pour ça qu'on a, en termes d'agriculture, les sociétés, les multinationales qui sont là, ce sont les multinationales occidentales. Les multinationales qui produisent de façon industrielle, c'est des multinationales occidentales. Très peu sont africaines. Parce qu'ils viennent se servir de nos meilleures terres pour pouvoir nourrir leur population. C'est pour ça qu'on peut voir cette aberration, qu'on soit toujours en train de produire le café, le cacao, le coton, les villas, l'anacate, qu'on soit toujours en train de brader, c'est-à-dire que le bois, parce que ça vient servir, c'est-à-dire que leurs intérêts économiques. Si tu n'as pas compris ça, tu ne vas rien comprendre. Le tracteur maintenant, il faut comprendre que, oui, la technologie, c'est-à-dire que ça a un coût. Pendant qu'ils se sont enrichis, c'est-à-dire que sur la misère, c'est-à-dire que des pays pauvres, ils ont pu développer, c'est-à-dire que maintenant, les connaissances technologiques. Parce que, c'est-à-dire qu'en termes de recherche et développement, ça demande des milliards. Ils ont, c'est-à-dire que mis la main maintenant sur les semences. C'est des compagnies privées, des multinationales privées, qui ont la main maintenant sur les semences. Quand je dis sur les semences mondiales, près de 60% ou 70% des semences mondiales appartiennent à des compagnies privées.
Ils ont la main sur la mécanisation. Donc, ils ont investi massivement sur la recherche et le développement. Ils ont les monopoles sur la mécanisation. Ils ont le monopole, c'est-à-dire que sur l'industrie de la chimie. Donc, tu vois, ce que je vais t'expliquer ici, c'est de t'expliquer comment, de façon progressive ou progressive, l'être humain, c'est-à-dire que détruit son environnement. À chaque fois, l'être humain veut évoluer vers le confort, détruit son environnement. Donc, la destruction massive s'est produite donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la mécanisation à outrance. C'est ce qui donne maintenant ce phénomène de changement climatique. Les vagues de chaleur, c'est-à-dire que impossible. Par expérience, en Afrique, il y a plus de 30 ou 40 ans, on n'avait pas la chaleur comme présentement. Nous qui sommes au Cameroun, à Douala, il fait tellement chaud. Moi qui suis allé au village, je fuis le Douala pour la chaleur, je vis au village. Au village où il fait d'habitude frais, il fait excessivement chaud. Et ces phénomènes-là, nous les vivons aujourd'hui. On a de plus en plus de personnes qui meurent à cause de ces phénomènes de changement climatique. On a de plus en plus des sécheresses, des terres arides. On a de plus en plus de diminution de production à cause de notre mode de production, à cause du fait qu'on vienne mécaniser, à cause du fait qu'on vienne utiliser les engrais chimiques, à cause du fait qu'on soit de plus en plus en train de s'industrialiser au nom du modernisme. À cause du fait qu'on est toujours que dans cette recherche de modernité, oui, à travers la caméra dont tu me vois, à travers le téléphone sur lequel tu me vois, à travers l'ordinateur sur lequel tu me vois, la télé que tu vois. Aujourd'hui, on est très hype. Quand on dit intelligence artificielle, quand on dit IA, quand on parle aujourd'hui quand on voyage, quand on va à New York, on dit oui, les glaciers, ils sont modernes, ils ont des glaciers, ils ont des bus, ils ont des avions, vous allez. Ils ont que la 4G, ils ont la 5G. Mais tout ça, que ça consomme de l'énergie, mon ami. Tout ça, ça a un impact sur l'environnement. La façon dont on construit nos habitats, l'urbanisation, on est en train de tout bétonner. On déforeste partout pour pouvoir mettre du béton. Tout ça, c'est-à-dire que ça a un coût. Et chez nous, pour revenir chez nous en Afrique, notre baisse, parce que si je fais que cette vidéo, c'est parce que je reprends un interview qui m'a dit qu'on ne peut pas produire abondamment avec le manioc si on travaille avec la houe. Donc, je fais ce plaidoyer pour te faire comprendre que c'est notre politique agricole qui ne tient pas. Nous n'avons pas fait de réformes agraires, nous n'avons pas fait de révolution telle que sur le plan de révolution telle que verte. Et puis, on n'a pas de véritable politique. La politique n'est pas axée sur les cultures vivrières. Tu vois que la politique est axée sur les cultures d'exportation bénéficiant, c'est-à-dire aux Occidentaux. Donc, tu as comme ça de plus en plus des centaines de milliers d'hectares de VIA, des centaines de milliers d'hectares de cacao, de café, de coton, d'anacarde, de toutes les cultures sur lesquelles nous ne consommons pas directement. Or que si on fait l'inverse, et qu'on commence à dire maintenant que chaque famille, que chaque population, ne serait-ce qu'on travaille à taille humaine, que chaque famille puisse avoir ne serait-ce que 15 ou 20 hectares, et sur les 15 ou 20 hectares, diversifier les cultures. On se doit de quitter la monoculture et aller vers l'association de cultures, vers la diversification des cultures. En allant vers la diversification des cultures, on pourra s'autosuffire, c'est-à-dire que abondamment. On ne sera pas en manque parce qu'on aura une diversification des cultures. L'agriculteur ne pourra pas être pauvre parce que l'agriculteur aura à chaque fois de rentrer dessous. En termes de coûts de production, tu vois, lorsqu'on va faire l'association de cultures, la mécanisation ne va pas marcher. Comprends la stratégie. Si tu vas dans ton champ de 3 hectares, ou même 4 hectares, peu importe la grandeur, et que tu fais l'association de cultures, et que là-dedans tu m'associes, par exemple, 100 variétés de cultures. 100. Parce que le but ici, c'est de ne pas laisser que la lumière tape le sol. On a une chance énorme qui est le soleil. Le soleil, c'est un don de Dieu. Nous avons cette chance-là que nous avons le soleil, nous avons la pluie.
Donc toi, ce que tu dois faire, tu dois occuper la surface de ton sol. Tu ne dois pas laisser l'espace. Donc là-dedans, tu m'associes les arbres et les cultures. Tu mets même là-dedans comme ça 200 variétés de cultures. Tu vois 200 variétés de cultures. Dis-moi comment tu peux échouer. Dis-moi comment est-ce qu'on peut manquer l'agriculture. Mais si je te demande de mettre 200 variétés de cultures, est-ce que tu vois tout de suite, c'est-à-dire que l'entourloupe, est-ce que tu vois tout de suite ce qui va clocher par rapport au système capitaliste? Le système capitaliste nous amène vers la monoculture. En faisant la monoculture de maïs, de soja, de tournesol, de colza, tu es à même de fonctionner avec ton tracteur. Parce que qu'en venant faire la monoculture, on va déforester, on va couper tous les arbres. Pour permettre à quoi? Pour permettre que le tracteur puisse bien fonctionner, que le tracteur puisse bien marcher. That's it. Et ce tracteur qui va bien marcher, ça va bénéficier à qui? Ça ne va pas bénéficier à toi, producteur. Parce que ça a un coût de production. Ça coûte cher un tracteur. Toi qui es en Afrique, tu vas aller travailler sur 2 hectares, tu vas aller travailler sur 5 hectares, sur 10 hectares. Mais si tu vas acheter un tracteur, c'est marcher sur la tête. Tu as 10 hectares, tu achètes un tracteur. Comment pourras-tu être rentable? Donc ne confondez pas le confort et la rentabilité. Parce que tu peux être sur un tracteur et finir pauvre et endetté. Et finir même fou. Parce qu'un tracteur, au bas mot, si tu l'achètes même à 50, à 60 millions ou à 100 millions, et que tu vas faire 10 hectares de céréales, comment tu peux être rentable là-dedans? Tu ne peux pas être rentable. Et il y avait la stratégie que je t'ai partagée. Si tu vas faire l'association de culture, le tracteur ne peut pas marcher. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à concevoir un tracteur qui puisse venir te reporter dans l'association, dans le milieu, l'ensemble des cultures. Je te prends l'exemple du manioc. Le manioc, si tu es sur 10 hectares de manioc, 20 hectares de manioc, le tracteur va te servir à quoi? À labourer, à faire des sillons, des bions, terminé. Parce qu'une fois le manioc est monté, comment tu vas faire pour désherber? Tu ne pourras pas désherber, tu seras obligé d'acheter tel que l'herbicide pour venir pomper. C'est un coût. Comment tu vas faire tel que pour pouvoir récolter? Comment fais-tu pour pouvoir venir? Parce qu'il faut savoir qu'avec le manioc, tu dois récolter aussi les boutures. Comment tu vas faire? C'est à la main, c'est encore manuel. Comment tu vas faire pour venir récolter? C'est encore manuel. Donc tu vois que ton tracteur que tu as acheté, ton tracteur ne va que te servir à faire le labour et après tu gares. Ce n'est pas du gâchis. Tu vas gaspiller le gasoil, tu vas gaspiller de l'argent et ça va rester entassé. Comment tu calcules ton coût de production? Ça demande de l'intelligence, les gars. On ne va pas faire l'habitude uniquement pour le confort. Mais pendant ce temps, tu auras enrichi le fabricant de tracteurs. Tu vas enrichir celui qui vend le pétrole. Tu vas enrichir celui qui fait les grains. Tu vas enrichir celui qui vend les produits phytosanitaires. Alors que tu pouvais faire avec la nature, associer dans ton champ de manioc, c'est-à-dire que quelques arbres, les arbres qui vont séquestrer le carbone et les racines qui vont te restituer ça, ramener la matière organique et travailler avec en symbiose avec la nature. C'est quelque chose qu'on se doit d'intégrer, de comprendre. C'est une science. L'agriculture, c'est une science. Donc tu vois donc, si on n'est pas là à penser, si nous ne sommes pas là à réfléchir, l'esclavage, ça s'est fait. L'esclavage s'est produit, ce n'est pas parce que les Occidentaux ou les Blancs étaient racistes et ne nous aimaient pas. Non. Ils avaient besoin, c'est-à-dire que d'une main-d'œuvre. Ils avaient besoin de l'énergie humaine pour pouvoir produire. Maintenant qu'ils ont découvert, il faut bien comprendre l'histoire. Maintenant qu'ils ont découvert, c'est-à-dire que l'acier, une autre source, ils sont, c'est-à-dire qu'aller chercher, c'est-à-dire que maintenant, une autre source d'énergie, l'énergie, c'est-à-dire qu'animale, l'attraction. Avec l'attraction, c'est-à-dire qu'ils ont découvert, avec comme je t'ai dit, l'acier, ils sont passés à la phase industrielle. Toujours, c'est-à-dire qu'en cherchant, c'est-à-dire qu'une autre source d'énergie maintenant, qui est la mécanisation. Donc c'est ça. Et à chaque fois on cherche des sources d'énergie, ben on impacte avec l'environnement. Et à chaque fois on cherche des sources d'énergie, ou à chaque fois on est en mode productivité, ben on crée des inégalités. On crée des inégalités. C'est pour ça que le système ne peut pas changer. C'est pour ça qu'ils viendront toujours chercher la source d'énergie telle que chez nous. En venant chercher la source d'énergie chez nous, ça crée quoi? Ça crée des conflits, des guerres,
déstabilisation telle que des États, insécurité, ça crée la famine. Parce que lorsqu'on nous amène à aller produire un certain modèle pour uniquement ramener voilà, vers l'Occident, ça crée de la famine. Parce que nous sommes partis de produire ce que nous consommons. Nous sommes portés vers les produits de l'export pour aller nourrir un autre continent. Eux, ils font quoi? Ils se préservent. Ils préservent leurs ressources, ils vont piller ailleurs, ils préservent leur environnement, ils vont polluer ailleurs, parce qu'on va polluer en allant produire en Chine. Oui, c'est pour ça que la Chine est l'usine du monde. On va venir polluer l'Afrique en venant prendre nos ressources, nos matières premières, en venant faire de l'Afrique leur grenier. Plusieurs pays viennent acheter les terres en Afrique, viennent produire pour aller nourrir leur continent. C'est de ça qu'il s'agit. Si on n'a pas compris ça, si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris le monde. Et donc, dans ce monde de rapport de force, où aujourd'hui c'est la technologie qui est devant, aujourd'hui c'est la science qu'on met devant, vous pensez qu'ils sont prêts à nous laisser faire comme on veut? Et vous pensez donc avec leur paradigme. C'est pour ça qu'ils vont confronter leur paradigme au nôtre. Que oui, que nous sommes dans le modèle archaïque. Que oui, nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire. Si vous aussi vous êtes en train d'intégrer ça, vous ne comprenez pas que non. Si nos ancêtres étaient aussi là à détruire, à massacrer nos terres, comme eux, ils ont fait ici, en l'espace de 150 ans, ils ont détruit les sols, comparativement à ce que eux, les ancêtres, avaient fait. Est-ce qu'on serait en train de dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique, elle était arable? Non. C'est parce que nos ancêtres ont respecté l'environnement, nos ancêtres ont su travailler avec des outils qui n'agressent pas le sol. Nos ancêtres ont pu nous léguer des terres arables. Et c'est que les cultures que nous produisons n'agressent pas le sol. Si on va aujourd'hui maintenant commencer à dire qu'on fait les céréales, on sera obligé de devenir déforester les terres, venir abattre les arbres. En abattant les arbres, qu'est-ce qu'on crée? On crée le désert. Qu'est-ce qu'on crée? On crée le réchauffement climatique. C'est ça, on crée les inondations, les vents violents, la sécheresse, les départs de feu, les ouragans. Et vous voyez le monde, vous voyez comment que le monde, l'Occident, c'est-à-dire que ce n'est que dominé par ça. On crée les érosions du sol. On a la perte de la matière organique, on a la perte de la biodiversité, on a la perte du vivant. L'agriculture, c'est une science, les gars. Ce que je partage là, c'est... Vous n'entendez ça nulle part. Alors si vous partez seulement en disant, ben, je viens faire la tomate, je viens gagner 10 millions. Et je vais aller faire avec le soja pour gagner 5 millions. Tu vas gagner comment? Parce que le soja que tu vas faire ne sera que destiné à l'export. Le blé que tu vas faire ne sera que destiné à l'export parce que nous n'avons pas l'industrie pour transformer ça. C'est fait exprès. Et tu pourras aller faire quoi? Est-ce que tu peux faire 200 hectares de blé? Donc comprendre aussi que cette agriculture industrielle vient créer des inégalités. Moi, je te parle ça. Je vis ça, nous vivons. Nous qui sommes en Afrique. Ceux qui sont dans le bassin agricole. Moi, je suis du Mungu. C'est un bassin agricole. C'est la mamelle nourricière du Cameroun. Mais nous avons comme ça des multinationales qui sont venues se greffer là-dedans. Des multinationales privées. On a même les compagnies d'État, comme la CDC, qui viennent faire des accaparements. On a des élites aussi, toujours avec ce modèle d'agriculture industrielle, capitaliste, sur la monoculture. Mais à Penja, on a une compagnie, la PHP, une compagnie française qui produit les bananes. Pas que les bananes, ils sont aussi dans les fleurs, ils sont aussi dans le poivre. Ils ont combien d'hectares? Ils ont combien d'hectares des bananes produites destinées uniquement à l'export, qui ne profitent pas à la consommation locale? Vous avez la CDC, compagnie d'État, qui produit les VA, qui a pris comme ça des centaines de milliers d'hectares. Vous avez Socapal, c'est encore des centaines de milliers d'hectares, au détriment, de l'agriculture paysanne, au détriment, des locaux. C'est comme ça qu'on fait pour faire disparaître des villages. Parce que lorsqu'on vient occuper des espaces avec la monoculture, destinée uniquement à l'export, les populations vont vivre où? Les populations vont faire quel type d'agriculture? Si les élites aussi viennent encore faire des accaparements de terres,
C'est comme ça que les villages disparaissent. Mais vous ne savez pas ce qui est sur le foncier. Et ça, c'est un modèle de prédation. Et on va s'étonner que l'agriculture, que les paysans sont pauvres. Et si on va diriger encore les paysans vers un modèle d'agriculture uniquement de monoculture de cacao, de café, de coton, mais ils vont manger quoi? Voilà comment qu'on appauvrit la population. Et un cacao qu'on ne va pas acheter à un prix raisonnable. Parce que la fève, les mêmes encore vont venir amadouer que les producteurs. Le retour sur investissement tel que c'est ici en Occident. Vous devez bien comprendre que ce système-là, que la modernité ne rime pas toujours avec ce que vous pensez là. On ne va pas produire uniquement pour le confort. On va produire aussi parce qu'on vient améliorer ses conditions de vie, parce qu'on vient penser aussi aux conditions, l'environnement, le bien-être. Donc moi je viens dire ici que ce modèle-là, à chaque fois où vous êtes en train de confronter les choses, la technologie avec l'archaïsme, la technologie avec que c'est ceci, non, ça c'est moderne, ça c'est ancien, non. Il faut comprendre que chaque système, a ses avantages et ses inconvénients. Et que l'être humain, depuis la nuit des temps, cherche toujours à s'adapter. Et en cherchant à s'adapter, tu vois, on crée des inégalités. C'est pour ça que tu vois aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable. Pourquoi est-ce qu'on parle d'énergie renouvelable? Pourquoi est-ce qu'on parle de transition écologique? C'est pour te dire que la matière est là où l'agriculture paysanne est toujours en mode. Pourquoi on parle d'écotourisme? Pourquoi on parle d'éco-habitat? Pourquoi on parle de transition écologique? Pourquoi on parle de plus en plus des énergies vertes? Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus du respect de l'environnement? Pourquoi on parle de l'agriculture biologique? Pourquoi on parle de la permaculture? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'agriculture de conservation? Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus aujourd'hui comme de l'impact carbone? C'est parce qu'on sait que depuis que la nuit des temps, nous sommes en train d'influer, d'impacter sur la nature. Donc, c'est pour si je fais ce plaidoyer, c'est pour te faire comprendre que l'agriculture paysanne, plus que jamais, elle est d'actualité, elle est moderne. Ce n'est pas une agriculture passée, c'est une agriculture du présent et du futur. Elle est moderne. Parce que l'être humain a compris en courant vers le progrès, en courant vers la croissance, ben on crée la pauvreté en fait. On crée les inégalités, on crée l'érosion sur le plan de la biodiversité. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Mais ça demande qu'on ait suffisamment bien mangé pour pouvoir commencer à penser, commencer à réfléchir. Est-ce que nous, à l'heure où nous sommes là où nous avons fait, on comprend ça? Non, tu comprends tout simplement que non. Les autres femmes parce qu'ils sont sur le tracteur. Mais tu as un fait d'actualité qui est là. Les Occidentaux sont sur le tracteur. Mais tu ne les vois pas en train de gréver. Tu ne les vois pas en train de se plaindre. Qui n'arrivent pas à se nourrir. Qui se sont endettés sur plus de 30 ans. On dit tous les jours qui passent, un agriculteur se suicide. Parce qu'ils ne s'en sortent pas. Ceux qui vont produire les céréales. Ceux qui vont produire les céréales. On profite que du système, comme je t'ai expliqué. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture n'est pas faite pour nourrir l'humain. L'agriculture est faite aujourd'hui pour pouvoir faire du business. C'est les financiers qui contrôlent le domaine agricole aujourd'hui. L'agriculture, c'est une spéculation. Le soja qu'on produit aujourd'hui, ce n'est pas destiné pour consommer, c'est destiné pour la consommation des animaux. On va toujours beaucoup plus vers le profit. Le maïs qu'on va produire, ce n'est pas destiné pour la consommation, c'est destiné pour la consommation telle que des animaux. Pour fabriquer les aliments pour animaux, on va beaucoup plus vers le profit. Lorsque le pétrole augmente, ils vont aller transformer les céréales en éthanol. On va de plus en plus vers le profit, au détriment de l'alimentation, au détriment des aliments pour nourrir l'agriculture. Moi, je vais te dire ici que la nourriture à la base, elle n'est pas faite pour être faite de façon industrielle. La nourriture nourricière, la nourriture pour nourrir les êtres humains, elle n'est pas faite pour être industrielle. Lorsqu'on va donc maintenant industrialiser, ouais, avec tous les lots de maladies, les lots de produits chimiques, des colorants, les maladies que ça crée, ça profite encore à qui? À l'industrie pharmaceutique. C'est les mêmes qui vont fabriquer encore les médicaments. Est-ce qu'on voit l'impact de ça?
Lorsqu'on nous demande d'aller produire de façon industrielle, ils font quoi? Ils vont maintenant aujourd'hui en Amazonie abattre tous les arbres pour pouvoir élever les vaches. Les vaches qui vont nourrir qui? Les vaches qui vont nourrir les Américains. Parce que les Américains, leur grenier aussi, c'est-à-dire que c'est l'Amérique du Sud. L'Europe, leur grenier, c'est l'Afrique. L'Amérique, leur grenier, c'est l'Amérique du Sud. Lorsqu'ils vont nourrir les vaches, ils vont élever les vaches pour nourrir les Américains. Après ça, ils vont planter le soja. Et on va s'étonner que le mercure monte, qui fait de plus en plus chaud. Et cette chaleur-là, ça a un impact énorme. Chez nous, en Afrique, ça vient nous impacter, ça vient impacter notre agriculture, ça vient impacter notre mode de vie. Il y a de plus en plus des vagues migratoires à cause de la sécheresse en Afrique. Les gens fuient l'Afrique, les gens fuient leur pays à cause de la chaleur.